Bonjour tout le monde. On va terminer les sommations temporelles et spatiales. Donc, comme on l'a vu juste avant, mon motoneurone, parce qu'on va rester avec le motoneurone, mon motoneurone, il est donc relié à plein de terminaisons synaptiques au niveau de son corps cellulaire et de ses dendrites, et il reçoit plein de messages. Des messages qui peuvent être contradictoires, c'est-à-dire des messages excitateurs d'une part, des messages inhibiteurs d'autre part, et aussi des messages qui n'arrivent pas à la même fréquence. C'est-à-dire que on peut avoir par exemple une fréquence très élevée de potentiel d'action dans le neurone présynaptique qui engendre donc une bonne libération de neurotransmetteurs. Si ce neurotransmetteur est inhibiteur, mais que j'en ai en quantité suffisante, et que de l'autre côté, j'ai plus de messages excitateurs, mais en petite quantité, ce sera l'inhibiteur qui va prendre le pas. Et donc, le motoneurone ne retransmettra pas le message. Bien entendu, les sommations temporelles et spatiales, elles sont liées entre elles, parce que forcément, vu que la fréquence des potentiels d'action vont déterminer la quantité de neurotransmetteurs qui va être libérée, eh bien, on est face un peu et au temporel et au spatial. Il faut aussi savoir que le neurone, comme il est capable de calculer la quantité, donc il est capable de calculer déjà s'il a plus de messages excitateurs ou plus de messages inhibiteurs, et après à savoir si les messages excitateurs sont plus intenses ou moins intenses que les inhibiteurs. Il va devoir faire donc toute cette sommation pour pouvoir savoir s'il retransmet ou non le message. On va commencer par déjà noter. Et on fera d'abord le schéma de la sommation temporelle et ensuite le schéma de la sommation spatiale. Alors, vous notez. Une salve, S-A-L-V-E, une salve de potentiel d'action présynaptique n'engendre pas obligatoirement la naissance d'un potentiel d'action post-synaptique. D'un potentiel d'action post-synaptique. Il faut, pour déclencher, l'arrivée de potentiels successifs, suffisamment rapprochés. En rouge, c'est la sommation temporelle. C'est la sommation temporelle. Et on va faire le schéma. Et le voilà. Alors, si on regarde bien, on va voir que j'ai mon motoneurone. Mon motoneurone est relié à une terminaison synaptique qui va être excitatrice. D'accord ? Le neurotransmetteur, là, c'est un neurotransmetteur plus, il est excitateur. Si j'ai plein de potentiels d'action, si la fréquence de mes potentiels d'action est très élevée, d'accord ? Eh bien, je vais avoir donc l'arrivée de messages successifs, ça entraînera une grande libération de neurotransmetteurs excitateurs, et ça permettra le passage du message nerveux dans le motoneurone de manière, pareil, électrique au niveau des potentiels d'action. Au niveau des potentiels d'action, là, j'ai simplement fait des traits, d'accord, pour indiquer qu'il y en a beaucoup, et je n'ai pas fait la totalité du potentiel. Vous pouvez aussi faire juste des traits qui passent de moins 70 à plus 30. Le motoneurone, là, il est excité, il transmet le message, on est sur une sommation temporelle, ok ? Imaginons que ce neurone soit relié à une autre terminaison nerveuse, mais qui, elle, soit inhibitrice. Eh bien là, le neurone, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de déterminer s'il a plus de potentiel d'action excitateur ou plus de potentiel d'action inhibiteur pour savoir s'il retransmet ou non le message. Du coup, on va faire directement la sommation spatiale derrière,
Et avant ça, on va noter, donc je vous laisse 2 minutes pour prendre le schéma. Et puis on va noter la définition de la sommation spatiale. Alors, vous notez, lorsque le motoneurone reçoit en même temps des neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs, des neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs, virgule, il doit intégrer ces messages opposés. Il doit intégrer ces messages opposés. 2 points en rouge, c'est la sommation spatiale. C'est la sommation spatiale. Et vous vous doutez bien, schéma de la sommation spatiale. Sommation spatiale. Alors, là pour le coup, on est obligé donc de représenter plusieurs terminaisons synaptiques. J'ai donc 2 terminaisons synaptiques excitatrices, d'accord, qui passent un message plus. J'ai une terminaison synaptique, inhibitrice qui délivre un message moins. Eh bien, le neurone, il va faire la sommation. Il va donc déterminer, comme vous le voyez, qu'il y a plus de messages plus que de messages moins. Il va donc passer le message. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais, par exemple, ces 2 synapses excitatrices avaient très peu de potentiel d'action comparé au potentiel d'action successif de cette synapse inhibitrice, eh bien, le neurone aurait suivi la synapse inhibitrice et n'aurait pas repassé le message. On fait pause. Du coup, petit c, le résultat de la sommation. Donc, comme on l'a vu, il va y avoir 2 sommations, spatiale et temporelle. Le neurone, il va donc déterminer le nombre de la fréquence des potentiels d'action qu'il reçoit, donc le nombre de neurotransmetteurs, s'il y en a plus de l'un et s'il y en a plus de l'autre, il calcule tout ça, il intègre tout ça, d'accord, et il repasse ou non le message. Alors, vous notez à la suite. Lorsque le résultat d'une sommation, permet une excitation suffisante, virgule, des potentiels d'action, des potentiels d'action sont émis au niveau de l'axone du motoneurone. Au niveau de l'axone du motoneurone. Dans le cas contraire, le neurone reste au repos. Le neurone reste au repos. Point. À la ligne. Grâce à ses propriétés, en rouge, intégratrice, virgule,
Le motoneurone émet un message nerveux unique. Le motoneurone émet un message nerveux unique. La fibre musculaire ne reçoit un message que d'un seul motoneurone. Et ne possède aucune capacité d'intégration. Aucune capacité d'intégration. On a fini le grand 2, enfin. Et on verra le grand 3 dans une prochaine vidéo, du coup, lundi. Donc moi, je vous dis à lundi.